Alors, bonjour la famille. Un sujet assez rapide, une inspiration qui me vient, parce que comme d'habitude, le week-end, j'aime bien passer du temps dans la verdure, dans les bois. C'est quelque chose, je ne peux pas vivre dans un endroit sans forêt, sans nature. Ça, c'est impossible. Je ne sais pas si ça fait partie de l'Africain en moi ou si c'est autre chose, mais je ne peux pas passer du temps, énormément de temps, des années, des mois, dans un endroit sans verdure. J'aime avoir de la verdure autour de moi et de temps en temps. Respirer l'air frais, l'air frais, regarder la nature, etc., etc. Bon, bref. Alors, petite vidéo rapide pour aborder une question qui me semble assez primordiale. En fait, elle m'a été inspirée par une vidéo récente que vous pouvez aller consulter sur la chaîne de notre cher ami Philippe Simo, qui a une chaîne qui s'appelle Investir au pays, qui fait du contenu très intéressant. Ces dernières vidéos, en relation avec sa visite en Corée pour raison de business et autres, sont très intéressantes. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup à redire. Mais dans le fond, en fait, c'est des sujets, c'est des questions qu'on entend très souvent et dans la communauté africaine, si on peut dire, parler de communauté, ou en tout cas dans les milieux, on va dire, afro ou afro-descendants, la question de notre capacité à nous autres Africains à pouvoir nous prendre en main et faire des choses. La question était très intéressante et par contre, moi, les réflexions qui me sont venues à l'esprit, enfin, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin parce qu'effectivement, sur YouTube comme ça, etc., on est toujours sur un peu la surface. C'est des réflexions qui, normalement, dès qu'on est un peu loin comme ça du public, etc., et qu'on prend le temps de s'asseoir, sont un peu plus profondes que ça. C'est plus qu'une histoire de développement, plus qu'une histoire de capacité à se réinventer ou voilà, plus qu'une histoire de finances et ce genre de choses-là. Il y a deux points, moi, qui me sont venus à l'esprit quand j'essaie de méditer un peu là-dessus, parce que bah, voilà, j'avais un peu de temps. La première, justement, c'est de revenir un peu sur la notion de temps. Vous savez, quand on parle de développement, derrière, il y a une notion qui va toujours avec, qui est constante, et même dans les propos sur la chaîne Investir au pays de notre frère Philippe Simo, vous verrez qu'il mentionne très souvent, il a mentionné assez souvent cet aspect-là, des Coréens qui sont très à la va-vite. Allez, il faut compter le temps, il faut aller vite, voilà, il faut accélérer, il faut... Derrière, en réalité, c'est la notion de productivité, c'est la notion voilà, d'efficacité et de rentabilité. Toutes ces notions-là vont réellement ensemble, mais elles sont fondamentalement liées à la notion de temps. Il faut pouvoir utiliser, exploiter la ressource temporelle, la ressource temps que nous avons au maximum, tirer le meilleur de cette ressource-là pour pouvoir effectivement faire des choses, plus de choses, on va dire. Avoir de la rentabilité ou apprendre plus rapidement ou, je ne sais pas, être compétitif, tout ce que vous voulez. Donc la notion de temps, elle est fondamentale, elle est au cœur de ces questions-là, dans un premier temps. Du coup, ce qui m'est venu, moi, à l'esprit, c'était de me poser la question de savoir qu'est-ce que font les Africains de leur temps, de façon générale. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Que ce soit dans la diaspora, comme on dit, que ce soit des personnes de la diaspora, des expatriés ou encore même sur le continent et surtout sur le continent parce que dans la diaspora finalement on est forcé à se mêler, à se merger, on va dire à se mouler dans l'environnement dans lequel on est et puis on finit par accepter ou à s'appliquer les attributs de cet environnement-là. On finit par se mettre en ligne. Mais sur le continent, il y a quelque chose qui est suffisant, qui est assez frappant et je pense que beaucoup de gens auront fait le constat, qui vont en Afrique au moins une, deux, trois fois par année ou tous les deux, trois ans. Enfin, des personnes qui fréquentent toujours l'Afrique, dont je fais partie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est le temps que les gens ont. Parce que très souvent ici, en fait, assis derrière mon bureau ou en train de penser à X ou Y chose que je veux faire, que je veux accomplir, que projet entrepreneurial, professionnel, etc., etc., on est toujours en train de courir derrière le temps. Ça affecte et ça dicte même les modes de vie. C'est-à-dire qu'à midi, finalement, un sandwich est plus rapide à manger qu'un bon plat bien chaud, bien fait, etc. Les gens qui se permettent ici de rentrer à la maison pour le déjeuner du midi avec la famille et tout ça, c'est très rare. C'est des gens qui ont des modes de vie que tout le monde n'a pas. Donc, le temps ici, en fait, est devenu quelque chose de très... c'est un luxe. Le temps est un luxe. Réellement, c'est un luxe. Compte tenu de ça, en fait, on se rend bien compte que le temps, à ce moment-là, a une valeur, a quelque chose qui est de l'ordre du... Comment on va dire si on pouvait transformer le temps en ressources matérielles directes, clairement, ça serait... On dit d'ailleurs, on dit que le temps, c'est de l'argent. Voilà, on dit le temps, c'est de l'argent.
Et c'est pas par hasard. Après, on peut discuter là-dessus. Justement, d'ailleurs, j'en viens. Il me semble qu'à la base de toutes ces questions-là, notamment celle du temps, il y a la perception africaine du temps qui est très profonde, il me semble, et vient de très très loin. Et il est difficile de dire à l'heure actuelle si elle est bonne ou mauvaise. Moi, en tout cas, je me garderai de dire la perception africaine ou l'appréhension que l'Africain a du temps est bonne ou mauvaise. Je pense que ça serait aller trop vite en besogne. Et quand on aborde ces questions-là, il faut toujours faire attention à prendre un peu de recul et se demander finalement, lorsqu'on observe le monde occidental, à l'heure actuelle, on regarde les problématiques, on regarde les erreurs commises, etc., ou les possibilités de réorientation du modèle, de refondement du modèle, ou enfin bref, toutes les problématiques qui sont arrivées avec ce modèle de civilisation, de vie, etc. On peut légitimement se poser la question, prendre du recul et se demander si c'est finalement aussi pertinent que ça. Est-ce que c'est vraiment le modèle à suivre? Parce que dès qu'on dit, regardez, tel pays est comme ci, tel pays a fait ça, ils font ci, ils font ça, alors on est dans le waouh, on est dans l'instantané, tout de suite, voilà, c'est frappant, effectivement, c'est intéressant, ça permet de faire des choses, mais lorsqu'on essaie d'analyser un peu, d'avoir de la prospective, de voir un peu sur le long terme la réelle valeur que ça apporte à l'existence, à l'humain, dans son bien-être, etc., on se rend compte que il y a beaucoup de questions. Enfin, c'est pas aussi déterminé que ça. Donc, je reviens sur la question initiale. Qu'est-ce que les Africains font en réalité de leur temps? Alors, si on essaie de regarder un peu de façon générale comme ça, pour ceux qui sont d'une certaine génération, qui ont vécu en Afrique, qui ont côtoyé des vieilles personnes en Afrique, plus ou moins, ou les milieux ruraux en Afrique, comme j'en fais partie, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'en Afrique, profondément, philosophiquement, spirituellement, il y a l'idée selon laquelle on a le temps. Pourquoi on a le temps? Parce qu'en fait, la nature est bonne, la nature est parfaite, elle sait ce qu'elle fait, son temps est mon temps. Donc, on attend qu'elle fasse. On attend. C'est réellement, quand vous regardez même les proverbes africains, vous regardez les proverbes, vous regardez les philosophies, les pensées, etc., ça revient très souvent. Et je vous assure, allez passer du temps avec des vieux dans un village, vous verrez, ils vous liront souvent, vous entendrez souvent des termes du genre patience, sois patient, attends. D'ailleurs, en Afrique, quelque chose qui est corollaire de ce phénomène-là ou de cette perception-là, c'est le fait que la vieillesse, la sagesse est plus valorisée que la jeunesse. La sagesse a des atouts, a des bénéfices qui sont sur le long terme, qui arrivent tardivement, mais qui sont sur le long terme, tandis que la jeunesse, elle a des qualités, effectivement, elle est intrépide, elle est voilà, fougueuse, mais ses bénéfices sont finalement sur le court terme, très court-termiste. Et c'est assez pertinent parce que finalement, lorsqu'on analyse, on prend du recul sur le monde occidental, on peut à peu près observer que c'est pas complètement faux. Ou peut-être même que ce n'est même pas faux en fait. Parce que, alors, reprenons le cas de la Corée, je reviens sur le contenu de notre cher frère Philippe Simo. La Corée du Sud aujourd'hui, effectivement, si vous y allez, vous allez voir que technologiquement, techniquement, il présente une avance par rapport au monde occidental, de façon générale. Mais il y a encore quelques années, même pas 60 ans, je ne sais pas combien, mais c'est très récent finalement, un Coréen, quand il allait en Occident, il avait le même effet. Il se disait, waouh, c'est merveilleux. Oh, l'Europe, voilà, on veut faire comme ci, comme ça. Et donc, ils l'ont sûrement pris, j'imagine, comme modèle de développement, d'avancement, et ont édifié le leur sur cette base-là. Et ce qui se passe maintenant, c'est que l'Europe, elle, à son tour, est en arrière, est confrontée à des problématiques qui sont beaucoup plus, finalement, qui semblent, sur le long terme, beaucoup plus problématiques que les bénéfices du développement qu'ils ont eu. Je m'explique, les questions d'environnement, les questions de réutilisation des ressources, les questions même sociétales. Vous savez, en Occident, la famille est en train d'être complètement déstructurée, bousillée, socialement. Clairement. Il y a des études, des analyses très sérieuses, hein, même à l'ONU, des documents de l'ONU qui vous expliquent par exemple que le taux de natalité est à la limite de la dangerosité. C'est-à-dire que s'ils ne font pas attention dans un certain nombre d'espaces occidentaux, il y a des pays qui vont carrément disparaître dans quelques décennies. Le Japon, pour ce qui est de l'Asie, est un bel exemple. Le Japon aussi, techniquement, c'est un pays qui a fait ses preuves. Je me rappelle, il y a encore quelques années, on disait que le Japon était à 20 ans en avance technologiquement par rapport à l'Occident. Aujourd'hui, le Japon est un pays mourant. Il y a plus de vieux que de jeunes, ce qui fait que dans les magasins, vous allez au Japon, vous trouvez plus de couches pour vieillards que des couches pour bébés. Ça, ce que je vous dis, c'est factuel, vous pouvez le vérifier. Tout ça pour dire quoi en fait? C'est que je pense qu'il est très important pour nous autres Africains d'essayer plutôt que de courir comme ça, et effectivement, on ne peut qu'être émotif par rapport à ça, c'est normal, compte tenu de l'histoire
assez récente, des déboires que nous avons eus en tant que peuple, que civilisation, ce que vous voulez, on ne peut qu'être frappé par ça et se dire que comment des pays de cette envergure-là, qui finalement ont eu des histoires à peu près similaires récentes, ont pu s'en sortir de telle façon. Encore que pour ceux qui regardent réellement l'arrière des choses en général, c'est jamais gratuit, hein, croyez-moi, c'est jamais gratuit. Vous ne savez pas quel accord les élites de tel ou tel pays ont signé avec tel ou tel pays pour se faire aider, vous ne savez. Enfin, il y a plein d'autres couches, etc., qu'on élague souvent, mais en général, non. Et il faut faire très attention, c'est pas aussi carré que ça. C'est vraiment pas aussi carré que ça. Vous savez par exemple que la Corée du Sud a pour rival la Corée du Nord. Donc évidemment, si moi je suis un pays occidental très puissant, par exemple je m'appelle Amérique et que je décide qu'écoute, il me faut un allié fiable, solide en face de ce gars-là qui m'embête, je vais lui donner les moyens de se développer, je vais lui donner les potentialités, etc. Effectivement, quitte à lui d'en faire bon usage, d'en profiter réellement au maximum, mais toujours est-il que moi, mon intérêt est garanti. Il sera, le jour où j'aurai besoin de lui, de ses services pour m'aider à régler les comptes à celui qui est à côté, je vais le faire. C'est la Corée du Sud, Corée du Nord, Amérique. Enfin, je fais un gros résumé, mais en général, il faut faire très attention quand on court comme ça en disant oui, ils sont faits. Non, souvent ça se passe pas aussi la même chose. On peut dire la même chose du Japon. Le Japon, c'est un pays qui se fait bousiller par les Américains à la Seconde Guerre mondiale. Tout de suite après, ils sont devenus les meilleurs potes du monde. Mais en réalité, quand vous regardez, le Japon était finalement un féodé. Donc ça veut rien dire du tout, hein. C'est pas parce qu'ils sont développés et qu'ils démontrent, la population démontre une espèce de patriotisme comme ça, qu'ils ne sont pas inféodés. L'Europe, la France est un pays complètement inféodé pour des personnes qui regardent sérieusement ce qui se passe et les mécanismes du pouvoir dans ce monde. La France est un pays inféodé. C'est une sorte de néocolonie. Voilà. Et ils font rabattre sur l'Afrique ce qu'ils subissent eux-mêmes. Donc en fait, c'est pas aussi blanc et noir que ça. Il faut mettre beaucoup d'eau dans notre vin lorsqu'on aborde ces questions-là et surtout revenir sur des questions fondamentales, des questions de base. À un moment donné, hein, je n'ai pas la réponse à tout, je n'ai pas prétention à répondre à la question, j'apporte juste au débat parce que je sais que c'est des questions qui nous touchent, qui sont évidemment pertinentes, mais si on prend un peu de recul, tout n'est pas aussi peut-être aussi sombre que ça. Et je dirais même autre chose. Je pense que l'Afrique n'est pas vraiment attendue. Et ça, je vous le dis encore, alors je ne vais pas aller dans le détail, mais j'ai discuté avec des gens, ce qu'on appelle des agnostiques, enfin bref, des personnes très éclairées, des personnes très, on va dire ce qu'on appellerait à l'époque des savants, des gens qui ont vraiment voilà, un gros bagage, quoi, des personnes, c'est pas... Et il y a quelque chose qui m'a été ressorti, remonté, ou que j'ai entendu, et qui me semble tout à fait pertinent, et j'avais à peu près le même entendement, c'est que l'Afrique ne peut pas être attendue sur des sujets comme ceux-là, c'est-à-dire le développement technologique, etc., qui serait finalement simplement une poursuite ou on va dire une glorification de l'Occident ancien, etc. L'Afrique est attendue sur une capacité à proposer, sur une proposition nouvelle, un modèle de civilisation nouveau, une façon nouvelle d'entrevoir les choses, plus long terme, plus longue durée. Vous savez, quand on parle par exemple de développement technologique, moi c'est un sujet qui me touche directement. Personnellement, je suis très sensible à ça, même pour des raisons professionnelles. Voilà, je suis très proche de ces milieux-là. J'ai un œil assez, on va dire, assez acerbe sur ce qui se fait pour plusieurs raisons et je ne suis pas impressionné. C'est-à-dire que quand je dis je ne suis pas impressionné, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'on soit sur un modèle qui soit si enviable que ça ou qu'il faudrait perpétuer. Pour des personnes par exemple, qui exercent beaucoup dans la technologie ou qui voient comment les choses se passent, elles vous le confirmeront. Dans 80-90% des cas, les ressources et le temps requis pour mettre sur place une solution, pour proposer quelque chose, dans la façon de le faire actuellement, dans le modèle économique et social actuel, outrepasse de très loin les bénéfices, très généralement, très souvent, très loin. Un exemple tout bête, vous allez avoir une entreprise qui, je sais pas, ça peut être une banque, hein, un établissement financier, ça peut être un site de vente en ligne, etc. Ils vont dépenser des millions et des millions et des millions par an pour d'abord développer une plateforme, une solution technique. Ils vont tester en plusieurs phases, voir si ça leur plaît ou pas. Si ça leur plaît pas, ils vont jeter ça à la poubelle, développer une nouvelle solution, la maintenir, etc., etc. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, elle est obsolète, elle ne répond plus aux besoins. Il faudra faire une nouvelle, on rebalance, on essaie de mettre au point une nouvelle version, une nouvelle, etc., etc. Et tout ça, à chaque fois, c'est quoi? C'est des millions et des millions d'euros, des millions et des milliards dépensés, c'est des ressources en temps, des ressources en personnes dépensées,
Et quand on va de fil en aiguille et qu'on trace de fil en aiguille un peu tout ça, on en arrive finalement au mécanisme qui veut que vous avez finalement 5% de la population mondiale qui s'accapare 90% des ressources. Clairement, ça vient de là. Vous voyez, c'est un modèle qui n'est pas soutenable. C'est pour ça que moi, je remets en question même la notion de développement telle qu'elle nous est poussée, proposée. C'est que le modèle en lui-même, il ne peut pas se maintenir lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est trop consumériste, trop consommateur de ressources et d'efforts, trop consommateur de... C'est juste impossible. Ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et d'ailleurs, dans la même logique, la nouvelle lubie ou les nouvelles pensées, les nouveaux challenges des puissants de ce monde pour justement pallier au fait que ou répondre au fait que le système ne peut pas être soutenable sur un certain laps de temps, c'est de commencer à aller chercher dans l'espace. Voilà, c'est toujours là, c'est une fuite en avant en fait. C'est une fuite en avant. Et je trouve que moi, ce modèle-là, philosophiquement, personnellement, je trouve que non. Je pense que c'est pas la voie à prendre. Je pense qu'il faudrait plutôt un modèle qui s'auto-régénère, un modèle qui permet finalement de prendre et de donner. Et profondément, quand vous allez vous rentrer encore dans la tradition, dans les mœurs, dans la façon, la perception profonde africaine, même j'ai même envie de dire inconsciente africaine, et pas qu'africaine, hein, vous verrez ça aussi chez dans des groupes, des tribus natives américaines, enfin bref, des civilisations anciennes. Il faut arriver à quelque chose qui est de l'ordre avec la nature, du donner et du recevoir. Ça doit être dans un cycle, dans un cycle. C'est pas on est sur la planète, on a tout consommé, on finit, c'est vide, allez, on va trouver une autre, on fait la même chose et puis on continue. Non, ça c'est débile. D'ailleurs, avant que vous allez sur l'autre, moi je suis sûr que voilà, il y a des forces dans l'univers qui vont s'arranger à vous stopper net. Et c'est déjà arrivé. Ils vont vous lancer un astéroïde sur la tête et vous allez continuer à aller faire la technologie peut-être dans l'autre dimension. Donc non, mais plus sérieusement, je pense que c'est des questions intéressantes, mais qu'il faut pouvoir poser et prendre du recul. Il faut pouvoir les poser de façon plus large et prendre du recul sur ça. Ne pas donner le sentiment que tout est perdu, qu'on part de rien, etc. Moi, je pense que l'Afrique a énormément à proposer. Et pour revenir à cette proposition, justement, cette façon de puiser dans notre réservoir civilisationnel permet à l'Afrique de proposer quelque chose de nouveau et surtout de montrer qu'en fait, finalement, le développement n'est peut-être même pas lié au matériel. C'est-à-dire que qui a dit que la référence ou qui détermine ça, que la référence en termes de développement ou en termes de, on va dire, de prospérité humaine, hein, qu'elle est matérielle. Je ne sais pas d'où ça vient en fait, ce truc-là. Moi, je pense qu'au contraire, le point de référence, le baromètre, ne peut pas être matériel, non. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui a à voir avec la spiritualité, un certain nombre de valeurs, etc. Et que je pense que l'Afrique porte très bien, même de façon inconsciente. On fait des choses, parfois on ne se rend même pas compte on se rend même pas compte même de pourquoi on les fait, je pense. Mais on fait des choses qui vont dans ce sens-là. Parallèlement, pour revenir sur la notion du temps, en Afrique, je pense qu'elle définit ce que j'ai décrit là, elle définit un peu tout ce que j'essaie de mentionner, c'est-à-dire que cette vision du temps-là est à la base de certains comportements ou de certaines appréhensions que nous avons, eu égard au baromètre moderne du développement, c'est-à-dire tout ce qui est matérialisme, consumérisme, etc., etc. Mais en même temps, si telle est notre perception du temps, si on attend finalement, si on va dans le sens de la nature finalement, supposons même que ce soit une bonne chose, que ce soit le chemin à suivre, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend en fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de son temps? Je reviens sur mon explication du début par rapport à l'Afrique. Quand vous allez en Afrique, vous voyez des gens, ils partent au boulot à 9h, à 15h, il a fini, etc. Le gars, il a de 15h à minuit, 1h pour faire on ne sait pas quoi. En fait, je m'interroge. Quand je regarde un peu ici, des gens courent après le temps, avec tout ce ils ont à faire, tout ce qu'ils peuvent faire. Je me demande, en Afrique, avec tout ce temps-là, en général, dans quoi on l'oriente? Qu'est-ce que les gens font de leur temps, en fait, en Afrique? Je ne sais pas, je me pose la question. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui n'est pas 50, 60 ans, un homme qui n'a pas 50, 60 ans rentre en fin de journée à la maison avant 21h, s'asseoir, regarder la télé ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Tu n'as pas 50, 60 ans, je pense que tu dois être, si tu as fini ton premier boulot, tu dois être à ton deuxième boulot. En fait, tu dois finir ta journée à 22h minimum et ramener du blé. Enfin bref, on va me dire que... Mais bon, bref, c'est une question assez ouverte pour moi et que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien avoir d'autres avis, d'autres commentaires. Bah écoutez, voilà une petite réflexion assez rapide ici, hein, dans cet environnement assez joli, que j'adore, j'apprécie.
Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de partager la vidéo, de mettre des likes et de participer à la conversation dans les commentaires si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Peace.